Le cœur de Théo battait comme un tambour de guerre sous la chemise blanche impeccablement repassée. Tandis que les rires des invités résonnaient dans la nef gothique de Notre-Dame. Un écho moqueur à sa propre panique intérieure. Nicolas. Son amour secret depuis 3 ans. Se tenait à l'autel. Les yeux brillants d'une joie feinte pour la mariée. Mais Théo savait Il savait que ce regard cherchait le sien dans la foule. Un appel silencieux au milieu de cette farce collective. Et puis, dans un geste impulsif, Théo glissa la main dans sa poche. Effleura l'enveloppe contenant le chèque surprise 100 000 € pour leur fuite à deux. Leur mariage clandestin avant de la froisser en une boule rageuse. La conscience dévorée par la honte qui le rongeait depuis l'enfance, être gay. Ici, en France, au XXIe siècle. C'était encore un péché qu'on chuchotait. Pas un serment qu'on hurlait. Les cloches de Notre-Dame sonnaient leur joie triomphale. Couvrant à peine le tumulte des émotions qui bouillonnaient en Théo. La cathédrale. Avec ses vitraux multicolores filtrant la lumière automnale en éclats de rubis et de saphir. Semblait un écrin trop somptueux pour une union aussi conventionnelle que celle de Marie et Julien. Théo, assis au 3e rang, serrait les accoudoirs du banc en bois ciré. Ses jointures blanchies par l'effort. À ses côtés, sa sœur aînée, Élise, minaudait avec un cousin éloigné, ignorant totalement le drame qui se jouait en lui. Nicolas. Ce bel et faible aux cheveux châtains en bataille et aux yeux verts comme les prairies normandes. Était le témoin du marié. Il portait un smoking taillé sur mesure qui soulignait sa silhouette athlétique. Fruit de ses interminables sessions de natation dans la piscine municipale de Montmartre. Chaque fois que Nicolas tournait la tête. Ce sourire qui avait fait fondre Théo lors de leur première rencontre dans un café bondé du Marais effleurait la foule. Mais Théo y lisait une promesse, ce soir, après la réception. Nous serons seuls. Pourtant, ce soir semblait à des années-lumière. La famille de Théo, ces bourgeois parisiens aux racines ancrées dans le sol fertile de la Bourgogne, avait toujours vu en lui l'héritier discret. Le fils prodige qui gérait les vignobles familiaux avec une efficacité froide. Être gay, c'était un mot qu'on n'employait pas à table. Un vice qu'on tolérait du bout des lèvres si on le suspectait chez les autres. Mais jamais chez les siens. Théo avait grandi avec ses silences pesants. Ses regards en coin lors des dîners où son père, un homme au visage buriné par les soleils d'été, vantait les vertus de la vraie famille. Et maintenant, au cœur de ce mariage, entouré de cousins qui se mariaient à tour de bras, produisant des rejetons aux joues roses, Théo se sentait comme un imposteur. L'enveloppe dans sa poche brûlait comme un charbon ardent. 100 000 €. Tiré de ses économies personnelles, un cadeau surprise pour Nicolas. Pour qu'il s'enfuit enfin en Provence. Achète une petite maison au volet bleu. Et officialise leur union loin des regards scrutateurs de Paris. Mais la honte? Cette ombre tenace. Murmurait, et si on te découvrait? Et si on te reniait? La cérémonie s'acheva dans un tourbillon d'applaudissements et de pétales de roses jetés à pleine main. Théo se leva. Les jambes flageolantes. Et se fraya un chemin vers la sortie, évitant les embrassades familiales. Dehors. Sous le porche gothique. L'air frais de l'automne parisien le frappa comme une gifle bienvenue. Les feuilles jaunies tourbillonnaient sur le parvis. Porté par un vent qui charriait l'odeur de la Seine toute proche. Nicolas le rattrapa. Sa main effleurant discrètement le bas du dos de Théo, un geste fugace. Chargé d'électricité. Tu as l'air d'un fantôme. Mon amour, murmura-t-il à son oreille. Sa voix chaude comme un vin rouge de Bergerac. Qu'est-ce qui te ronge? Théo déglutit. Forçant un sourire. Rien. Juste. Cette foule. Trop de monde. Mensonge. La vérité. C'était cette boule au ventre. Ce sentiment d'être un paria dans son propre pays. La France?
Terre des Lumières avait légalisé le mariage pour tous en 2013. Mais pour Théo, élevé dans une bulle conservatrice, cela n'effaçait pas les cicatrices. Il se rappelait encore ce jour, adolescent, où il avait surpris son père jetant un journal avec un article sur les familles arc-en-ciel dans la cheminée. Marmonnant, pas chez nous. Nicolas, lui, venait d'un milieu plus bohème, fils d'un professeur d'art et d'une galeriste lesbienne, et embrassait leur amour avec une fougue qui désarmait Théo. Viens. On s'échappe 5 minutes, proposa Nicolas, l'entraînant vers un recoin ombragé près du fleuve. Ils marchèrent en silence le long des quais, les tours de Notre-Dame se dressant derrière eux comme des sentinelles bienveillantes. L'eau de la Seine clapota doucement contre les berges. Et Théo sentit les mots monter en lui. Inexorable. J'ai quelque chose pour toi, balbutia-t-il enfin, sortant l'enveloppe froissée. Mais au lieu de l'attendre, il la serra plus fort, les ongles s'enfonçant dans le papier. Nicolas haussa un sourcil. Intrigué. Une surprise? Pour le mariage? Théo hocha la tête. Mais son regard fuyait vers l'horizon, où le soleil se couchait en traînées pourpres. La honte le submergea à nouveau. Comment avouer que ce chèque n'était pas pour le couple de Marie et Julien, mais pour eux deux? Comment expliquer que, au milieu de cette célébration hétéronormée, il se sentait sale, indigne? Ils sont si heureux, dit Nicolas, brisant le silence, en désignant de la tête un groupe d'invités qui posaient pour des photos. Et nous? On attend quoi? Théo? Notre tour? La question plana, lourde de sous-entendus. Théo sentit une vague de panique l'envahir. Leur relation, discrète par nécessité, au rendez-vous volé dans des hôtels anonymes. Week-end en Normandie sous prétexte d'affaires, était un fil tendu, prêt à rompre. Il avait promis à Nicolas un avenir. Ce chèque en était la preuve tangible. Pourtant, face à la famille qui approchait, riant et trinquant avec du champagne, Théo recula. Pas ici, murmura-t-il. Pas maintenant. Et dans un geste qu'il regretta aussitôt, il glissa l'enveloppe dans sa poche intérieure, la condamnant à l'oubli. Annuler le financement? C'était une trahison. Mais une trahison douce, discrète. Comme tout dans sa vie. La réception se déroula au cœur du Marais, dans un hôtel particulier du XVIIe siècle au plafond orné de fresques mythologiques. Les lustres en cristal diffusaient une lumière tamisée, et l'orchestre jouait des valses langoureuses qui invitaient à la danse. Théo, assis à une table avec Élise et d'autres cousins, picorait distraitement un foie gras sur toast, son esprit ailleurs. Nicolas, de l'autre côté de la salle, animait le discours des témoins avec son charisme habituel, faisant éclater de rire l'assemblée. À un moment, leurs regards se croisèrent. Et Théo, il eut une interrogation muette: où est la surprise? Le cœur serré, Théo baissa les yeux, feignant d'ajuster sa cravate. La honte n'était pas seulement personnelle, elle était sociale. Ancrée dans ses regards obliques. Ces questions innocentes de sa mère: et toi? Théo? Quand est-ce que tu nous ramènes une belle fille? La soirée s'étira en un ballet d'émotions contradictoires. Théo dansa avec Élise, puis avec Marie la mariée, qui le serra dans ses bras en chuchotant: merci d'être venu. Tu sais que je t'adore. Mais chaque contact, chaque sourire, renforçait son isolement. Vers minuit, alors que les invités se dispersaient dans un nuage de confettis, Nicolas le trouva seul sur la terrasse, fumant une cigarette qu'il n'avait pas allumée. Parle-moi, implora-t-il, posant une main sur l'épaule de Théo. Les lumières de Paris scintillaient en contrebas. Un tapis d'étoiles artificielles. Théo hésita. Puis les mots jaillirent comme un torrent: je ne peux pas.
Pas comme ça. Être gay ici? Au milieu de tout ça. C'est me mettre à nu devant des lots. Nicolas pâlit. Son visage se crispant en une grimace de douleur. Donc? Notre amour est une honte? C'est ça que tu dis? Le silence qui suivit fut assourdissant. Rompu seulement par le bruit lointain d'une sirène sur la Seine. Théo voulut se rétracter. Mais il était trop tard. La graine de la discorde était plantée. Ils rentrèrent ensemble en taxi. Un mur invisible entre eux. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, ils dormirent dos à dos dans l'appartement haussmannien de Théo, près du jardin des Tuileries. L'enveloppe, oubliée dans la veste abandonnée sur une chaise, représentait désormais non pas un espoir, mais un fantôme, le financement surprise annulé dans l'ombre de la peur. Les jours suivants furent un tourbillon de routine forcée. Théo plongea dans le travail au vignoble, supervisant les vendanges précoces sous un ciel plombé de nuages. Nicolas, professeur d'histoire à la Sorbonne, multipliait les cours et les soirées solitaires au Louvre, esquivant les appels de Théo. Leur amour, jadis un feu ardent, n'était plus qu'un brasier couvant, prêt à s'éteindre ou à exploser. Théo, rongé par le remords, envisagea de tout avouer ou de téléphoner à la banque pour annuler le virement, de détruire le chèque. Mais chaque fois, la voix de son père résonnait, « Un homme se doit d'être fort, pas faible comme c'est. » Il ne finissait jamais la phrase. Mais Théo savait. La France rurale, avec ses traditions catholiques et ses hivers rigoureux, n'avait pas la tolérance cosmopolite de Paris. Et pourtant, c'était là, dans ces vignes de Bourgogne, que Théo avait rencontré Nicolas, lors d'une dégustation organisée pour des universitaires. Un regard, un rire partagé sur un pinot noir trop fruité. Et l'étincelle s'était allumée. Une semaine après le mariage, Théo reçut un appel qui fissura un peu plus le vernis de sa vie impeccable. C'était Élise. Sa voix excitée crépitant dans le combiné comme du champagne qui pétille. Théo, tu ne vas pas le croire. Marie et Julien ont décidé de prolonger leur lune de miel en Toscane. Mais leur budget est serré. Et si on organisait une collecte surprise? Toi, avec tes vignobles, tu pourrais mener ça. Théo, assis dans son bureau au mur tapissé de livres anciens sur l'œnologie, sentit son estomac se nouer. Une collecte. Pour un couple hétéro. Béni par l'Église et la société. L'ironie le frappa comme un coup de fouet, il avait prévu d'utiliser ses fonds pour son propre bonheur. Et voilà qu'on le sollicitait pour célébrer ce qu'il ne pouvait avoir. Je verrai, marmonna-t-il, raccrochant avant que sa voix ne trahisse son trouble. Ce soir-là, il rejoignit Nicolas dans un bistrot anonyme du quartier latin. Un de ces endroits aux tables en zinc et aux miroirs jaunis par la fumée d'un autre siècle. Nicolas était déjà là. Sirotant un pastis. Son expression un mélange de fatigue et de reproche. Élise m'a appelé aussi, dit-il sans préambule. Ses doigts tambourinant sur le comptoir. Elle pense que tu vas sauter sur l'occasion pour jouer les héros philanthropes. Théo s'assit. Commanda un verre d'eau, il ne buvait plus. Pas depuis que la honte avait aiguisé son palais à la bile. Ce n'est pas ça. C'est juste. Compliqué. Nicolas rit. Un rire amer qui résonna dans la salle enfumée. Compliqué? Notre amour est compliqué parce que tu as peur de ton ombre. Théo. Tu annules nos plans pour un chèque que tu n'as même pas osé me montrer. Et maintenant tu vas financer le paradis d'un autre couple? Les mots de Nicolas étaient des flèches empoisonnées. Chacune touchant une plaie ouverte. Théo baissa la tête, fixant les reflets dans son verre. Il revoyait leur premier baiser. Sous la pluie battante d'un printemps parisien. Près du pont des Arts.
Nicolas l'avait plaqué contre la rambarde. Ses lèvres urgentes. Ses mains fiévreuses. Et pour la première fois, Théo s'était senti vivant. Entier. Mais la vie, cette farce cruelle, avait repris ses droits, les dîners familiaux où il mentait sur ses amis. Les collègues qui spéculaient sur son célibat. La société qui, malgré ses lois progressistes, continuait de murmurer EPD dans les recoins sombres. Je ne peux pas tout risquer, avoua-t-il enfin. La voix brisée. Ma famille. Les vignobles. C'est tout ce que j'ai. Nicolas se leva d'un bond, renversant presque son verre. Et moi? Je ne suis rien? Une ombre que tu caches. La dispute éclata là. Dans ce bistrot. Sous les regards curieux des habitués une première. Car jusqu'alors, leur querelle était étouffée dans l'intimité des draps. Ils se séparèrent sur un « appelle-moi quand tu auras décidé qui tu es vraiment ». Théo rentra chez lui à pied, traversant la nuit parisienne comme un somnambule. Les rues du Marais. Avec leurs boutiques chics et leurs couples enlacés sans crainte. Le narguait. Il s'arrêta devant une librairie ouverte tard. Les vitrines illuminées d'ouvrages sur Proust et Gide, ces auteurs qui avaient osé défier les conventions. Pourquoi pas lui? Mais la réponse vint vite, la peur de la perte. Perdre Nicolas. C'était insupportable, perdre sa famille. C'était la ruine. Les jours s'écoulèrent en un brouillard de solitude. Théo lança la collecte presque par défi, contactant des amis d'affaires pour réunir des fonds pour Marie et Julien. Bientôt, 20 000 € affluèrent. Puis 50. Il y mit du sien. Anonymement, se convainquant que c'était une pénitence pour sa lâcheté. Nicolas, de son côté, se murait dans un silence radio, postant sur Instagram des photos de ses cours à la Sorbonne ou des étudiants riant autour d'une maquette de la Bastille. Lui au centre, rayonnant d'une joie forcée. Théo scrollait ces images la nuit, le cœur pincé, imaginant les mains de Nicolas sur ses jeunes épaules, se demandant si l'un d'eux n'était pas plus qu'un élève. Le point de rupture survint un vendredi pluvieux, 2 semaines après le mariage. Élise organisa un dîner improvisé chez leurs parents, en Bourgogne, pour célébrer les avancées de la collecte. Théo hésita, puis accepta une façon de se punir. Peut-être. Le train filait à travers les champs mouillés. Les vignes dénudées comme des squelettes sous la pluie. À la gare d'Auxerre. Son père l'attendait dans la vieille Citroën. Le visage buriné par les ans et les intempéries. Fiston. Content de te voir. Élise dit que tu fais des merveilles pour les jeunes mariés. Théo hocha la tête, ravalant la bile. Le dîner se déroula dans la salle à manger aux poutres apparentes, autour d'une table chargée de fromage et de pain frais. Sa mère, une femme aux cheveux grisonnants noués en chignon, servit du Bourgogne rouge, vantant les vertus de la famille unie. Bientôt ton tour, Théo. Une bonne fille, solide, pour perpétuer la lignée. Les mots le transpercèrent. Assis en face d'Élise, qui minaudait avec un plat de coq au vin. Théo sentit la nausée monter. Nicolas lui manquait comme une amputation, il imaginait son amant seul à Paris. Peut-être déjà en train de tourner la page. Après le dessert, une tarte aux pommes croustillante. Il s'excusa pour aller fumer sur la terrasse. La pluie avait cessé, laissant un ciel étoilé qui semblait moqueur. Son téléphone vibra, un message de Nicolas. Je pars en week-end avec un collègue. Ne m'appelle pas. Le cœur de Théo se serra. Un collègue. Était-ce le début de la fin? Dans un élan de désespoir, il composa le numéro de la banque, sa voix tremblante demandant l'annulation du virement surprise. Oui. Monsieur. C'est fait, répondit l'opératrice d'un ton neutre.
Le chèque n'existait plus. Le financement pour leur avenir. Annulé discrètement. Comme un secret trop lourd à porter. Mais le destin. Ce farceur impitoyable. Avait d'autres plans. Le lendemain matin. Alors qu'il aidait son père aux vignes. Élise surgit. Le visage radieux. Théo. La collecte a explosé. Quelqu'un a donné 100 000 € anonymement. C'est toi. Théo blêmit. Non. Ce n'était pas lui. Qui? Alors? La réponse vint vite, Nicolas. Son amour. Dans un geste de générosité amère. Avait utilisé ses propres économies, celles qu'ils avaient thésaurisées ensemble en secret pour financer le couple de Marie et Julien. Une trahison? Ou un adieu? Théo s'effondra contre un tonneau. Les larmes se mêlant à la boue des sentiers. La honte? Qui l'avait paralysé? Venait de se muer en regret pur. Corrosif. Il prit le premier train pour Paris. Le cœur battant la chamade. La ville l'accueillit sous un déluge. Les rues luisantes comme des miroirs brisés. Il se rua chez Nicolas. Frappant à la porte de l'appartement du VE arrondissement jusqu'à ce que ses phalanges saignent. Quand Nicolas ouvrit enfin. Torse nu. Les cheveux en désordre. Théo comprit, il n'y avait pas de collègue. Juste la solitude. Amplifiée par la trahison mutuelle. Pourquoi, hurla Théo. Entrant sans invitation. Pourquoi as-tu fait ça? Nicolas referma la porte. Son regard dur comme l'acier. Parce que tu annules nos rêves pour protéger les tiens. Moi. Je choisis de donner. Même si c'est à ceux qui ne le méritent pas, à ceux qui représentent tout ce que tu crains. La confrontation fut un ouragan. Mots crus. Accusations lancées comme des poignards. Théo avoua sa peur viscérale. Les nuits d'insomnie hantées par le fantôme de son père, Nicolas confessa sa jalousie. Son besoin d'être vu. Pas caché. Ils pleurèrent. S'embrassèrent dans un chaos de larmes et de désirs. Leurs corps se retrouvant sur le tapis usé du salon. Sous les posters jaunis de révolutions passées. Mais l'amour, même passionné, ne guérit pas les plaies du jour au lendemain. Au matin. Enlacé dans les draps froissés. Nicolas murmura, on doit choisir. Théo. Soit on fuit. Soit on affronte. Le printemps pointait son nez à Paris. Timidement. Avec des bourgeons roses sur les marronniers des Champs-Élysées et une brise tiède qui charriait les parfums des boulangeries. Théo et Nicolas avaient conclu une trêve fragile, pas de promesses grandioses. Juste des efforts quotidiens pour reconstruire ce qui avait failli s'effondrer. Théo commença par des petites victoires à inviter Nicolas à un dîner familial. Sous prétexte d'une visite professionnelle. Son père, méfiant, serra la main de Nicolas avec une poigne d'acier. Commentant son accent du sud-ouest, professeur. Les livres, c'est bien. Mais la terre, c'est ce qui nourrit. Nicolas rit. Charmant comme toujours. Et Théo sentit un espoir timide germer, peut-être que la honte n'était pas éternelle. Pourtant, les ombres persistaient. La collecte pour Marie et Julien avait fait les choux gras des réseaux sociaux. Avec des articles dans le Figaro vantant la solidarité française. Théo, anonyme dans l'ombre, lisait ces lignes avec un goût de cendre, le don de Nicolas. Ce 100 000 € était devenu un symbole public. Tandis que leur amour restait confiné au murmure. C'est ironique, confia Théo un soir. Alors qu'il flânait le long du canal Saint-Martin. Les péniches peintes en bleu voguant paresseusement. On finance leur bonheur. Et le nôtre est un secret d'État. Nicolas haussa les épaules. Serrant la main de Théo dans la poche de son manteau. Peut-être que c'est le moment de changer ça. Imagine, on annonce notre union. Pas en grand tralala. Mais simplement. À ceux qui comptent.
L'idée trottait dans l'esprit de Théo comme un lièvre effarouché. Annoncer? À sa famille. Aux amis? Au monde? La France? Avec ses manifestations pour les droits LGBTQ+, et ses prides colorés. Semblait prête, mais son monde à lui. Ce cocon bourgeois. Grinçait encore des rouages de l'ancien temps. Il se rappelait les soirées d'enfance à Beaune. Ces bals costumés où les garçons courtisaient les filles sous les guirlandes de lumière. Et lui? Spectateur invisible? Rêvant d'un prince charmant. Nicolas. Avec sa fougue latine héritée de ses origines toulousaines. Poussait sans relâche. Regarde Gide, insistait-il lors de leur lecture au lit. Un recueil d'André Gide ouvert entre eux. Il a osé Corydon. Son plaidoyer pour l'amour homosexuel. Et nous? On se cache comme des voleurs. Le conflit couvait. Prêt à ressurgir. Un après-midi de mai. Alors que Théo supervisait une livraison de vin à un salon à Versailles. Son téléphone sonna, c'était son oncle Gérard. Le frère cadet de son père. Un notaire aux moustaches impeccables. Théo. Mon garçon. J'ai entendu des rumeurs. Ce professeur. Il est un peu trop proche. Non. Pense à l'héritage familial. Les vignobles ne se transmettent pas à n'importe qui. Les mots tombèrent comme une sentence. Théo raccrocha. Tremblant. Et appela Nicolas en urgence. Ils se retrouvèrent dans un café près du château. Sous les yeux indifférents des touristes. Ils savent, balbutia Théo. Ou ils devinent. Et si ça empire? Nicolas. Les yeux flamboyants. Posa sa tasse avec force. Alors? On affronte. Ou tu préfères annuler encore une fois notre vie? Comme tu as annulé le chèque? La référence au financement surprise raviva la plaie. Théo se leva. Renversant sa chaise. Tu ne comprends pas. C'est ma vie entière. Il partit en trombe. Laissant Nicolas seul avec l'addition et un regard de pierre. Cette nuit-là. Théo noya son chagrin dans un Bordeaux millésimé. Seul dans son appartement. Les murs résonnant du vide. Au petit matin. Un coup à la porte, Élise. Les traits tirés. Un café à la main. Qu'est-ce qui t'arrive? Grand frère? Tu as l'air d'un mort-vivant. Et Nicolas? Il m'a appelé. Il est dévasté. La conversation qui suivit fut un exorcisme. Élise. Avec sa franchise bourguignonne. L'écouta sans juger. Puis lâcha, papa et maman ne sont pas des monstres. Tu sais. Ils ont leurs idées. Mais ils t'aiment. Et l'amour? Le vrai? Ça ne se cache pas sous un tapis. Théo pleura pour la première fois devant elle. Avouant tout, l'amour pour Nicolas. La honte? L'annulation du rêve partagé. Élise l'étreignit. Murmurant, commence par lui. Le reste viendra. Réconciliés par la force de la vulnérabilité. Théo et Nicolas planifièrent un week-end en Provence, pas une fuite. Mais un pèlerinage. Ils louèrent une voiture à la gare de Lyon. Filant sous un ciel azur vers les collines de lavande qui embaumaient l'air d'un violet enivrant. À Gordes. Perché sur son rocher. Ils marchèrent main dans les ruelles pavées. Indifférents aux regards sporadiques. Ici, on respire, dit Nicolas. Embrassant Théo sous un olivier centenaire. La nuit. Dans une chambre d'auberge au mur en pierre. Leur amour se ranima en un feu lent. Passionné. Où chaque caresse effaçait un peu plus la peur. Théo parla enfin de son enfance. Des garçons qu'il avait aimés en secret au lycée. Des lettres brûlées dans la cheminée. Nicolas. À son tour. Confia ses propres blessures, le coming out à 16 ans. La mère galeriste qui avait pleuré de joie. Le père absent qui n'avait jamais appelé.
Mais le retour à Paris apporta son lot de tempêtes. Une lettre arriva pour Théo, une invitation formelle de son père à un dîner familial important. Avec une note manuscrite, à discuter de l'avenir des vignobles. Le cœur battant. Théo comprit, l'oncle Gérard avait parlé. Il invita Nicolas à venir. Un geste courageux. Le dîner se tint dans la maison de Bourgogne. Sous les chandeliers en argent et les portraits d'ancêtres aux yeux sévères. Son père, assis en bout de table, observa Nicolas avec une intensité chirurgicale. Professeur d'histoire. Dites-vous? Et vos intentions avec mon fils? Nicolas. Droit comme un i. Répondit, mes intentions? L'aimer? Monsieur. Ouvertement. Si vous le permettez. Un silence de tombeau s'abattit. La mère de Théo porta une main à sa gorge. Élise retint son souffle. Puis, miracle, le père soupira. Versant du vin dans les verres. La vie change. Fiston. J'ai lu des choses. Sur ces mariages. Si c'est ce qui te rend heureux. Ce n'était pas une acceptation triomphale, mais un début. Théo, les larmes aux yeux, serra la main de Nicolas sous la table. Pourtant, la joie fut de courte durée. De retour à Paris. Un appel anonyme, on sait pour vous deux. Les vignobles? Oubliez-les si vous persistez dans cette abomination. Une voix déformée. Peut-être un cousin. Peut-être pire. La menace plana comme un nuage noir. Théo, paniqué, proposa à Nicolas de tout annuler leur visibilité. Leur amour public. Pas question, rétorqua Nicolas. Le regard dur. C'est maintenant ou jamais. Le climax éclata lors de la Pride parisienne. Fin juin. Les rues du Marais grouillaient de couleurs. De musique techno et de slogans criés, amour pour tous. Théo et Nicolas s'y joignirent. Main dans la main. Pour la première fois sans masque. Mais au milieu de la foule, Théo repéra une silhouette familière, son oncle Gérard. Flanqué de deux hommes en costard. Le fixant avec un sourire carnassier. Avant qu'il puisse réagir. Une bousculade les sépara. Nicolas fut emporté par le flot humain. Criant son nom. Théo. Le cœur en vrac. Le chercha frénétiquement. Trébuchant sur des banderoles arc-en-ciel. Quand il le retrouva enfin. Près d'une fontaine. Nicolas était entouré, Gérard. Le haranguant. Tu corromps mon neveu. L'héritage familial n'ira pas à un pervers. La scène vira au drame. Théo surgit. Poussant son oncle. Laisse-le. C'est mon choix. Gérard ricana, ton choix? Tu vas tout perdre. Gamin. Les vignobles? La famille au tout pour un caprice de midinette. Nicolas. Livide. Murmura, Théo. Pars. Sauve-toi. Mais Théo. Pour la première fois. Tiens bon. Non. On affronte ensemble. La police intervint. Dispersant le groupe. Mais le mal était fait. Les rumeurs enflèrent, articles dans la presse locale sur le scandale des vignobles bourgeois. Appel de cousins réclamant une réunion d'urgence. L'été 2025 s'abattit sur Paris comme une vague de chaleur suffocante. Transformant les pavés en brasiers et les cœurs en fourneaux. Théo et Nicolas se retranchèrent dans l'appartement du VE. Les volets clos contre les regards inquisiteurs. Les menaces affluaient, emails anonymes. Appels nocturnes. Même des graffitis sur la porte au PD dehors. Théo, qui avait toujours navigué en eau calme, se sentait naufragé. C'est ma faute, gémissait-il. Levé contre Nicolas dans le lit des faits. J'ai tout gâché en annulant ce chèque. En cachant qui on est. Nicolas.
Les traits creusés par l'insomnie. Caressait ses cheveux. Non. Mon amour. C'est le monde qui est pourri. Pas nous. Et on va le prouver. La contre-attaque fut ourdie dans l'ombre. Élise. Allié inattendu. Contacta un avocat spécialisé en droit LGBTQ+. Un ancien militant de ACT UP aux lunettes rondes et au sourire féroce. La famille n'a pas le droit de te déshériter pour ça, assura-t-il lors d'une réunion dans un bureau étouffant de la rue de Rivoli. La loi est claire depuis 2013. Mais Théo savait, les lois protègent les corps. Pas les âmes. Son père. Contacté par Élise. Resta muet des jours durant. Puis. Une lettre arriva, viens seul. On parle. Théo obéit. Roulant vers la Bourgogne sous un ciel d'orage. Le cœur battant comme un prisonnier en fuite. La maison familiale. Avec ses murs couverts de lierre et ses caves emplies de bouteilles millésimées. Semblait un mausolée. Son père l'attendait dans le bureau. Une carafe de cognac entre eux. Assieds-toi. Fiston. La voix était rauque. Usée. Théo s'exécuta. Les mains tremblantes. À propos de ce professeur. Un silence? Puis, je ne comprends pas. Mais ta mère pleure chaque soir. Et moi? J'ai vu des choses. À la télé. C'est défilé. Si c'est ce que tu veux. Les mots butèrent. Mais ils étaient là. Pas d'embrassade. Pas de larmes partagées. Juste un hochement de tête. Les vignobles sont à toi. Mais promets-moi, vis-le dignement. Théo sortit de la hébété. Le poids de la honte allégé d'un quart. Mais toujours présent. De retour à Paris. Il trouva Nicolas en pleine crise, une lettre de mutation à la Sorbonne. Forcé par des collègues homophobes qui avaient pétitionné contre l'influence néfaste de son mode de vie. Ils me virent pour qui je suis, ragea Nicolas. Froissant le papier. Théo, galvanisé par son tête-à-tête paternel, proposa, on contre-attaque. Publiquement. Ils contactèrent la presse Libération. Têtus racontant leur histoire, l'amour naissant dans les vignes. La honte au mariage. L'annulation du rêve. La trahison mutuelle transformée en force. L'article parut sous un titre accrocheur, Amour vineux, quand la Bourgogne affronte l'intolérance. Les réactions fusèrent, soutiens enflammés sur les réseaux. Mais aussi une vague de haine, tweets venimeux. Appels menaçants. Le vrai coup de poignard vint de l'intérieur. L'oncle Gérard. Exclu de l'héritage par une clause testamentaire révisée. Lança un recours en justice. Accusant Théo d'aliénation familiale due à son partenaire immoral. Les audiences s'enchaînèrent dans un tribunal caverneux du palais de justice. Sous les yeux aveugles de Lady Justice. Théo et Nicolas y allèrent main dans la main. Affrontant les flashs des paparazzis et les murmures des greffiers. Gérard, avec son avocat aux airs de renard, dépeignit Nicolas comme un séducteur opportuniste, exhibant des photos volées de leurs escapades provençales. Voyez. Messieurs. La déchéance. Théo. Au pupitre. Parla d'une voix ferme, l'amour n'est pas un crime. C'est le ciment de la vie. Et le mien? Avec Nicolas. Est plus solide que n'importe quel vignoble. Le juge. Une femme aux cheveux poivre et sel. Rendit son verdict en faveur de Théo, pas de déshéritage. Mais une médiation familiale imposée. Gérard partit la queue basse. Marmonnant des malédictions. Mais la victoire avait un prix, la famille se fissura. Cousins qui coupèrent les ponts. Tantes qui envoyèrent des bibles annotées. Élise resta. Un roc. Organisant des dîners de soutien avec des amis militants. Vous êtes des héros, disait-elle. Levant son verre de chardonnay. Nicolas.
Réintégré à la Sorbonne après un tollé médiatique. Commença un livre, Histoire d'amour interdite, de la Révolution française à aujourd'hui. Théo, lui, transforma les vignobles en un projet inclusif, des stages pour jeunes LGBTQ+ ruraux. Des étiquettes de bouteilles ornées d'arc-en-ciel. Pourtant, au cœur de l'été, une nouvelle ombre s'étendit. Nicolas. Lors d'une promenade au bois de Boulogne. Confia, j'ai un passé. Théo. Avant toi. Il y avait quelqu'un. Un ex. À Toulouse. Il est revenu. Avec des regrets. Théo s'arrêta net. Le monde chavirant. Et Nicolas baissa les yeux. Rien. Mais il propose un poste là-bas. À l'université. Une opportunité. La jalousie. Cette vipère? Mordit Théo au vif. Était-ce une revanche pour le chèque annulé? Une fuite face à la tempête? Vas-y. Alors lâcha-t-il. La voix glaciale. Puisque notre amour est si compliqué au point. Nicolas partit. Les larmes aux yeux. Laissant Théo seul avec les ombres des chênes centenaires. Les semaines suivantes furent un purgatoire. Théo erra dans Paris comme un fantôme. Buvant trop. Dormant peu. Les vignobles? Jadis son refuge. Lui semblait un fardeau. Un soir de septembre. Ivre de solitude. Il appela l'ex de Nicolas un certain Laurent. Trouvé via les réseaux. Laisse-le tranquille, grogna-t-il dans le téléphone. Laurent rit, c'est lui qui revient vers moi. Ton homme a peur. Comme toi au mariage. La révélation frappa, la trahison n'était pas extérieure, elle était en eux. Né de la honte non résolue. Théo raccrocha. Brisé. Et prit une décision radicale, il vendit une partie des vignobles pour financer un nouveau départ. Pas une fuite. Mais une renaissance. Il embarqua pour Toulouse un matin brumeux. Le train filant à travers les paysages changeants de la Beauce plate à la Garonne sinueuse. Nicolas l'attendait à la gare Matabio. Les yeux rougis. Je n'ai pas accepté le poste, murmura-t-il en l'étreignant. Pas sans toi. Ils pleurèrent. Rire. S'aimèrent dans un hôtel modeste près de la place du Capitole. Sous les toits ocres de la ville rose. Là. Au cœur de l'Occitanie. Loin des fantômes parisiens. Ils planifièrent un mariage civil. Simple. Avec Élise comme témoin. Pas de chèque surprise. Pas de financement extravagant, juste eux. Nus dans leur vérité. L'automne enveloppa Toulouse d'un manteau de feuilles rousses et d'un air chargé d'odeurs de châtaigne grillée. Théo et Nicolas s'installèrent dans un appartement au balcon en fer forgé. Dominant la Garonne qui serpentait comme un ruban d'argent. La ville, avec ses briques roses et ses marchés animés, offrait un Havre moins guindé que Paris. Plus chaleureuse que la Bourgogne austère. Théo lança une petite cave à vin. Arc-en-ciel vin. Importé de ses vignobles. Tandis que Nicolas enseignait à l'université. Ses cours sur les amours maudits attirant une foule d'étudiants curieux. Leur vie, jadis un secret fiévreux, devint une évidence, dîner avec des voisins gays. Pride toulousaine où ils défilaient en tête. Tatouages assortis un CEP de vigne entrelacé d'un livre ouvert sur leurs avant-bras. Pourtant, le passé n'était pas effacé. La famille de Théo, apaisée par le temps et les visites sporadiques, envoya un colis, une bouteille de Bourgogne 1947. Avec une note de son père, pour trinquer à la vie. Fiston. Et amène ton homme la prochaine fois. Élise. Désormais compère. Organisa un voyage, Paris-Bourgogne en train. Avec arrêt dégustation. Gérard. L'oncle maudit. S'excusa par lettre. Rongé par le cancer, une rédemption tardive. Mais sincère. Théo pardonna.
Non par oubli. Mais par humanité, la haine ronge plus que l'amour. Le mariage fut célébré un novembre frisquet. Dans une mairie aux colonnes néoclassiques. Sous un ciel où les nuages dansaient une valse incertaine. Élise. En tailleur bleu. Lut un poème de Verlaine, des amis de la Sorbonne chantèrent La vie en rose a cappella. Nicolas. En costume gris perle. Glissa l'alliance au doigt de Théo, pour les surprises annulées. Et celles à venir. Théo. Les yeux humides. Répondit, pour la honte vaincue. Et l'amour éternel. Pas de 100 000 euros. Pas de Provence somptueuse, juste un pique-nique au bord de la Garonne. Avec du cassoulet fumant et des rires qui effaçaient les ombres. Mais la vie? Cette grande dramaturge. Réservait un dernier acte. 8 mois plus tard. Au printemps 2026. Nicolas a pris pour un diagnostic, un lymphome. Détecté tardivement lors d'un bilan de routine. C'est traître, dit-il. Blême. Dans la salle d'attente aseptisée de l'hôpital Rangueil. Théo. Le monde s'effondrant. Serra sa main, on affronte. Ensemble. Les mois suivants furent un calvaire, chimio aux effets dévastateurs. Nuit blanche où Théo veillait. Lisant des extraits de Gide pour distraire la douleur. La famille se mobilisa, Élise envoyant des paniers de fromage. Le père de Théo descendant en personne. Serrant Nicolas dans ses bras burinés, batte-toi. Gamin. Pour lui. Nicolas lutta avec une férocité qui éblouit Théo. C'est notre plus grande trahison au destin, plaisantait-il entre deux nausées. Et miracle, la rémission vint. Annoncée par un médecin aux yeux fatigués mais bienveillants. Vous avez de la chance, messieurs. Pas de chance? Corrigea Théo en silence, de l'amour. Pur. Tenace. Un an jour pour jour après le diagnostic. Ils retournèrent à Notre-Dame pas pour un mariage. Mais pour un vœu. Debout sur le parvis. Face à la scène scintillante. Théo sortit une enveloppe neuve, un chèque. Modeste. Pour une association d'aide aux couples LGBTQ+ ruraux. Pas de surprise annulée cette fois, murmura-t-il. L'embrassant. Nicolas sourit. Ses yeux verts pétillants, juste nous. Pour toujours. Et dans cette France aux 1000 visages cosmopolites et conservatrices. Lumineuse et ombragée, leur amour s'épanouit. Humanité faite chair, imparfait. Résilie. Éternelle. La honte du mariage n'était plus qu'un souvenir fané. Remplacé par une fierté discrète. Profonde. Car au bout du compte, l'amour vrai n'annule rien, il multiplie.